feu de paille, ou le vœu de bouclier au Mali à l'expiration le 26 mars dernier du délai imparti à la transition. Assimi Goïta doit-il quitter le pouvoir sans avoir organisé les élections ou faut-il fixer un nouveau délai à cette si longue transition en place depuis plus de 4 ans? 90 minutes pour en débattre avec deux de nos consultants, on va dire spécialistes du Sahel finalement. J'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter en premier Luc Abaki. Bonjour. Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Luc Abaki est journaliste, il est écrivain aussi, chef d'entreprise, analyste politique, tout ça pour lui. En compagnie de Luc Abaki, son excellence Segoyou Kegewe. Oui, merci Gilles, et surtout à nos téléspectateurs. Ouais, je vous en prie, mangez. Merci d'être dans la place. Segoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo-Evo qui nous suivait en direct ce dimanche à midi. Vous pouvez participer à cette émission. Nous attendons vos contributions au plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43 précédé de l'indicatif 228. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos contributions. Que pensez-vous de la fin du délai de la transition au Mali? Assimi Goïta doit-il quitter le pouvoir avant d'avoir organisé les élections ou faut-il un nouveau délai? Comment gérer cette situation de petite crise interne au Mali? Nous attendons vos contributions. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de liker cette émission. Soutenez-la par votre pouce. Puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube pour recevoir nos programmes. Et puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique que nous voyons changer devant nous, cette Afrique qui gagne. Chers consultants, la charte de la transition au Mali a fixé au 26 mars dernier la fin du régime transitoire. À l'expiration de ce délai, le gouvernement n'a pas prolongé le délai de transition. Est-ce que nous sommes finalement tombés dans un vide juridique, Luc Abaki? Est-ce que nous sommes dans un vide juridique au Mali? Je répondrai tout de suite par la négative. Non. Pourquoi? Parce que justement, la charte révisée sur la base de laquelle le régime Assimi Goïta fonctionne stipule clairement que avant que Assimi Goïta ne quitte le pouvoir, il faut bien qu'il y ait de nouvelles autorités à la suite des élections présidentielles. Et donc, il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président qui prendra fonction. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut se rappeler que dans la foulée de la gouvernance de Assimi Goïta, il a réussi la prouesse d'organiser en juin dernier un référendum qui a doté le Mali d'une nouvelle constitution et donc qui permet au Mali de rentrer dans la 4e République. Cette constitution-là indique clairement dans les mesures transitoires que le pouvoir, la transition reste en place jusqu'à la mise en place d'un nouveau dirigeant, etc. Donc, sur la base des deux instruments juridiques, il est clair que nous ne sommes pas dans un vide juridique. Qu'à cela ne tienne, il est vrai qu'il y a eu un acte politique qui a été posé, qui a consisté en un décret fixant justement la fin de la transition sur le 26 mars dernier. Ce que nous aurions attendu, c'est que à la veille de cette fin-là, à partir de l'instant où le régime en place s'est rendu compte, au regard des difficultés pratiques, au regard de la mission que cette transition a et de l'ampleur des défis à relever, et dès l'instant qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas justement respecter ce délai, il aurait fallu que Assimi Goïta abroge justement ce décret-là fixant ce cap sur le 26 et qu'il prenne, si vous voulez, un nouveau décret qui fixe un nouveau cap. Parce qu'évidemment, si le décret n'a pas été abrogé, on tombe dans une forme d'impasse politique. Je comprends, c'est ça justement qui a provoqué cette agitation de ces petits politiciens qui, curieusement, s'en tiennent beaucoup plus à la fin de la transition qu'à la fin du terrorisme qui mine quand même la vie du peuple malien. Il faut dire que pour mieux comprendre le dossier malien, il faut d'abord questionner ce qui a amené l'équipe de Assimi Goïta dans le contexte de la gouvernance au Mali. C'est bien entendu le
problème du terrorisme qui menaçait le Mali d'une disparition pleine et entière. Ce qui veut dire que lorsque vous avez des leaders de la trempe de Assimi Goïta, il faut rappeler que ces gens de monsieur ne courent pas les rues. Ils sont très rares et rarissimes. Il va falloir que vous puissiez les accompagner de sorte que la cause pour laquelle ils sont venus au pouvoir, ils puissent y trouver une solution durable, à la limite pérenne, avant d'envisager le remplacement de cette équipe-là. Donc je crois qu'en tout état de cause, Assimi Goïta fait bien justement de mettre un peu de l'ordre dans son pays et de faire en sorte qu'on puisse s'en tenir aux défis essentiels, notamment le besoin de sécuriser le Mali, le besoin de stabiliser ce pays et le besoin d'acquérir fondamentalement la souveraineté du Mali, de sorte que le Mali devienne une nation qui appartienne aux Maliens et qui soit vraiment une fierté. Oui, mais Luc Abaké, je voudrais que vous clarifiez rapidement ce qui me semble être une petite contradiction. Vous avez souhaité tantôt qu'Assimi Goïta prenne un nouveau décret pour fixer des délais, un nouveau délai de la transition, mais au même moment, vous avez à raison rappelé les dispositions transitoires de la Constitution qui stipulent que les autorités restent en place jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la Constitution ne prime pas sur le décret? Absolument. Dès lors que la Constitution est votée, est-ce que le délai de la charte n'est pas caduque? Évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut dire que la Constitution prime sur tout. Et d'ailleurs même, il fallait abroger ça depuis et dire tout simplement qu'on s'appuie sur les dispositions de la Constitution. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas un délai, tant qu'il n'y a rien qui est fixé et qu'il n'y a pas un mandat électif qui confère à Assimi Goïta un temps raisonnable de gouvernance, il y a toujours une forme d'impasse. Voilà pourquoi, au-delà justement de ce décret qui fixait le délai, il fallait l'abroger, mais il fallait encore prendre un autre parce que justement, ils ont la marge à partir des dispositions de la Constitution. S'ils abrogent seulement la Constitution, le décret, sans prendre un autre et s'appuyer simplement sur les dispositions de la transition, ça veut dire que ils vont rester même 20 ans sans organiser les élections. Donc, il va falloir vraiment fixer les Maliens sur où ils ont la marge. De 6 mois à 5 ans, voilà ce que les assises nationales de la refondation avaient préconisé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même s'il abroge l'autre, il peut encore se donner 3 ans et même plus pour pouvoir régler les problèmes qu'il y a au Mali avant éventuellement d'envisager l'organisation des élections. Il le faut, oui. Sogoyo Kegewe, est-ce que vous comprenez ceux qui font cette bataille juridique autour du délai de la transition au Mali qui a expiré le 26 mars dernier? Quand je regarde les Maliens, j'ai pitié. Ça fait vraiment pitié. Quand tu regardes les Maliens. C'est lamentable. Ces politiciens de pacotille, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme que les terroristes étaient en train de marcher sur Bamako? En tout cas, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit. Ceux qui voulaient trouver un prétexte pour occuper militairement le Mali. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme que quand l'armée malienne a voulu aller libérer Kidal, elle a été empêchée par l'armée française? Est-ce que c'est l'absence du multipartisme qui a amené à cette situation inacceptable? Aujourd'hui, vous avez un dirigeant qui commence à donner de la dignité aux Maliens et à tout le peuple africain. C'est un héros. Il n'est même pas encore sorti de la scène, mais c'est un héros. Mais malheureusement, en Afrique, dès que quelqu'un travaille pour libérer son peuple, il y a toujours d'autres Africains qui l'empêchent de le faire. Tous les grands rois, quand tu prends les Sundiata Keita, même les Bianza à côté, mais ils ont échoué non pas parce que les Blancs étaient trop forts, mais parce qu'ils ont leurs propres frères qui les ont trahis pour les faire échouer devant les Blancs. Assimi Goïta et son équipe, que j'appelle des libérateurs, doivent savoir qu'ils ne peuvent pas libérer le Mali des Blancs s'ils n'ont pas libéré le Mali de tous les nègres de maison qui infestent la société malienne. Parce qu'on ne peut pas, sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais comme dit Luc, bon d'accord, la transition est finie, peut-être il fallait signifier cela. Je suis d'accord. Mais est-ce que
c'est pour ça qu'il faut jeter les gens dans la rue. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Les Maliens, les politiciens maliens, ils ont la mémoire aussi courte, aussi petite. Moi, je crois que Assimi Goïta doit d'abord livrer une bataille contre tous les traîtres qui veulent faire tomber la révolution, parce que ceux qui veulent faire tomber la révolution malienne, ceux qui veulent faire tomber l'AES, c'est eux qui activent ces politiciens de pacotille. D'ailleurs, si aujourd'hui il y a élection, mais il faut faire un code électoral où seuls les combattants seront candidats aux législatives, aux sénatoriales, aux locales, à la présidence. Qui appelez-vous combattants? Tous les combattants. Ça dit que si vous n'avez rien fourni, pendant que les gens se battent, toi tu veux démocratie, tu veux droit de l'homme, machin à Bamako, tu n'es pas un combattant. Mais Excellence, est-ce que la libération du Mali des griffes des impérialistes ne peut pas se faire dans un délai? Mais quel délai? Est-ce que c'est Assimi Goïta qui dit aux terroristes de continuer à attaquer dans tel coin du Mali? Est-ce que c'est Assimi Goïta? Mais si vous êtes braqué sur ces délais, parce que les sponsors, les gens de l'OTAN et de la France continuent à engraisser des larbins pour troubler l'eau au Mali, mais on ne va pas s'en sortir. Parce que si le Mali tombe, le Burkina tombe, le Niger tombe, tout le monde tombe. Vous ne voyez pas les enjeux? Aujourd'hui, tous les peuples du monde se battent pour lever la tête. Mais comment tu veux que dans des enjeux aussi importants que l'AES, que le Mali, qui est des gens à la peau noire, mais au cerveau lavé à l'eau de Javel et tout blanc, qui veulent troubler tout cela? Tu vois les enjeux? Depuis hier nuit, tu sais ce qui se passe entre Israël et l'Iran? Tu crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques en Iran? Ou bien il n'y a pas beaucoup de partis politiques en Israël que cette guerre a lieu? Non, c'est la force qui régit le monde. Les Maliens, qu'ils soient opposants ou au pouvoir de transition, doivent travailler, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que notre pays soit fort, pour sortir de la misère. Mais ceux qui sont nostalgiques de l'exploitation et de l'humiliation par les Français, mais la France locale, il semble que les départements français ruraux sont dépeuplés. On peut leur donner un département où ils vont aller s'agglutiner pour faire la démocratie de nègres, la démocratie de pacotis. Mais comment tu veux, dans nos pays, regarde ce qui se passe. Le Mali, ça fait combien d'habitants? Ils ont combien de partis? Tous les chômeurs qui s'ennuient créent un parti politique pour troubler le pays. Les États-Unis ont combien de partis politiques? La France a combien de partis politiques? L'Angleterre a combien de partis politiques? Pourtant, c'est eux qui dirigent le monde. Ne parlons même pas de la Chine. C'est un seul parti politique. Corée du Nord, un seul parti politique. Iran, un seul parti politique. Et c'est ces gens-là qui dirigent le monde. Oui, mais l'Afrique a connu aussi l'ère des partis uniques, mais cela n'a pas résolu les difficultés que l'Afrique, le continent a connues. Les partis uniques étaient créés et sponsorisés par ceux que vous connaissez. Mais maintenant, si partis uniques il y a, ils sont créés par des Africains conscients qui veulent conduire leur pays dans d'autres directions. Ben, Louis Kabaki, pourquoi le Mali, comme d'habitude, vous avez toujours insisté sur la capacité de communication des dirigeants maliens, pourquoi cette fois-ci, ils n'ont pas fait preuve de pédagogie, de communication en la matière pour faire comprendre ce qui se passe? Oui, je vais répondre à cette question, mais je vais peut-être rebondir un peu sur ce que venait de dire l'ambassadeur à l'instant, pour dire qu'en fait, c'est vrai que on ne peut pas dire à Assimi Goïta, bon, ben écoutez, il y a des défis majeurs, donc il faut faire le nécessaire, et dès que vous aurez fini, vous allez partir. Il faut qu'il fixe un délai. Quand il se fixe un délai, ça constitue déjà un moyen de pression pour lui, de sorte qu'il sait qu'il a un devoir de résultat. Et en cela, je crois que le Premier ministre Choguel Maïga a eu à donner un certain nombre d'éléments qui me paraissent quand même convaincants. C'est-à-dire que dès qu'ils ont libéré Kidal, le président Assimi Goïta a eu la lucidité de mettre en place un comité de dialogue intermalien. Après avoir justement dénoncé les accords d'Alger où il fallait discuter avec les étrangers, etc. Et donc, entre Maliens, ils doivent reposer le diagnostic de la situation du pays et voir faire l'évaluation, l'état des lieux et voir quels sont les nouveaux paradigmes sur la base desquels on peut continuer la gouvernance justement du Mali. Et donc, tel que le Premier ministre l'a expliqué, c'est que le président Goïta attend les résultats justement de ce dialogue pour se formuler une idée précise sur le délai qu'il pourra se donner et à quel moment on peut envisager éventuellement l'organisation des élections après avoir consolidé
les acquis actuels en ce qui concerne la stabilisation du pays, la sécurisation du pays et puis donc la libération justement de ce pays-là. De ce point de vue, ça paraît fondamentalement intéressant. Sauf que, comme vous le dites, la communication en la matière a failli un peu. Vous savez, au départ, nous avons apprécié avec beaucoup d'intérêt le style de communication des dirigeants maliens parce que nous avons conscience, en tout cas en tant que communicateurs, que c'est à partir de là, que c'est cette force-là qu'il faut utiliser pour cultiver la complicité, l'adhésion, l'harmonie entre les dirigeants et leurs dirigés. Parce que si le peuple ne vous comprend pas, si vous laissez l'impasse dans l'esprit du peuple, à un moment donné, le peuple il reste toujours vulnérable. Il sera justement emballé par tout ce qu'il va entendre de gauche à droite, etc. Et c'est en cela que la pollution de l'esprit des Maliens par ces politiciens et que l'ambassadeur qualifie de pacotille était un danger en fait pour le Mali. Aujourd'hui, s'il y a encore le calme au Mali, c'est sans doute parce que les Maliens croient toujours à Assimi Goïta et ils ont adhéré pleinement à la vision qui est la sienne. Il va falloir véritablement intensifier la communication, procéder par une démarche pédagogique pour que chacun des Maliens comprenne très bien pourquoi, pour l'instant, on ne peut pas envisager la perspective d'organisation des élections parce que justement, les défis sont encore majeurs et que l'engagement d'Assimi Goïta et de son équipe reste plein et entière en ce qui concerne le projet de libération de ce pays et d'acquisition justement de sa souveraineté. Oui, tu m'avais coupé en fait la parole. J'ai cité des pays qui ont des partis uniques. Les États-Unis n'ont que 2 partis. La France, bon, quand tu prends gauche, droite, centre, tu as 3-4 partis. L'Allemagne, à ma connaissance, c'est à peu près 3. Et je vous donne l'exemple des pays qui n'ont qu'un seul parti politique. La Chine, l'Iran, la Corée du Nord. C'est les plus forts aujourd'hui. Les Africains veulent se diriger vers les plus forts ou bien vers les plus faibles ou on va leur passer encore des chaînes au cou. C'est la question à laquelle il faut répondre. Qu'on soit malien, togolais, libyen, mais la Libye, justement. Et à côté, on a vu ce que cette démocratie, ces droits de l'homme ont apporté. On n'est pas contre la démocratie. On n'est pas contre le multipartisme. Mais la démocratie, dès qu'elle est devenue une arme fatale contre tout noir qui veut s'émanciper, on doit la rejeter. C'est tout. Je reviens. Qu'est-ce qui a amené Assimi Goïta au pouvoir? Il faut aller au début. On ne peut pas commencer une histoire au milieu. Mais c'est le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les coins du Mali sont calmes? Il n'y a plus de problème? Et les policiers disent à Assimi Goïta, mais mon colonel, vous avez bien fait votre travail. Bon, vous pouvez maintenant passer la main. Ok, tout le monde serait d'accord. Mais maintenant, ce qu'ils font, d'abord, c'est de l'ingratitude envers Assimi Goïta. Et tous les sacrifices que lui et ses compagnons ont consentis, c'est de l'ingratitude. L'Africain n'a pas de héros. Les Napoléons, c'est des pilleurs, des égorgeurs, mais c'est des héros français. Tu vas à Paris, tu sais combien d'édifices ou de rues portent les noms des guerres napoléoniennes? Avenue de Iéna, avenue de Wagram, avenue d'Austerlitz. Mais c'est des guerres napoléoniennes. On n'allait pas là-bas pour embrasser les gens, mais c'est pour tuer. De Gaulle, c'est un héros en France, mais c'est lui qui a passé l'accord colonial du franc CFA au cou des Africains. Mais l'Africain préfère faire de Gaulle un héros que de faire de Assimi Goïta qui veut le libérer un héros. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Il faut qu'on enseigne mieux l'histoire de nos pays à la jeunesse. C'est la méconnaissance de l'histoire qui met les gens dans les situations-là. Le Mali est une puissance depuis le début de l'histoire. Quand les Soundiata Keïta se battaient à Kirina en 1235 contre Soumaoro Kanté, le roi de Soso, où était la France? Où était l'Angleterre? Quand Kanka Moussa allait à la Mecque avec tellement d'or que le cours de l'or a baissé au Caire et dans les pays du Golfe, où était la France? Où était l'Angleterre? Où étaient les États-Unis? Ça n'existait même pas. Personne n'était encore allé en Amérique, à part le frère justement de Kanka Moussa. C'est lui le vrai découvreur de l'Amérique. Donc on ne peut pas continuer à être les derniers de la planète. Les Chinois s'en sortent, les Vietnamiens s'en sortent, les Coréens s'en sortent, les Latino-Américains s'en sortent.
Et c'est les Noirs qui sont toujours là à pleurnicher. Ah, la France vient nous niquer encore. Hein, surtout sans vaseline, viens. Pas, mais nous, on veut démocratie française. Excellence. On veut droit de l'homme français. Il faut arrêter ça. Et Assimi Goïta doit arrêter ça. Mais je te disais des conditions d'éligibilité. Est-ce que tu sais qu'en Algérie, depuis la fin de la guerre, seuls les combattants du FLN sont au pouvoir? Est-ce que tu sais ça? Mais tu voulais quoi? Qu'on aille prendre les harkis qui ont trahi l'Algérie pour en faire le président de l'Algérie? Non. Ici aussi, ces harkis-là, ces traîtres du Mali, il faut les éloigner du pouvoir. Et dans tous les pays, il faut veiller à cela. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose politiquement dans son pays, s'il le dit en tenant compte des intérêts de son pays, tout le monde applaudit. Mais s'il le dit parce que le matin, il a appelé l'Élysée, il a appelé le Quai d'Orsay, il faut le chasser. Il faut chasser ces gens-là. Il faut des critères clairs. Dans les pays en guerre, comme le Mali, le Burkina, le Niger, il faut des critères pour être éligible à un quelconque poste. On ne peut pas laisser comme ça. Ceux qui vous trahissent aujourd'hui, demain, vous ne voulez pas en faire des députés, des maires, des sénateurs et des présidents et des ministres. Ce n'est pas normal. L'Afrique doit se réveiller et elle doit se réveiller pour elle-même. D'ailleurs, les activités des partis politiques sont suspendues, de même que la couverture de ces activités par la presse. Est-ce qu'il ne faut pas y voir là une violation flagrante des libertés fondamentales? Je voudrais... oui. On n'a pas... Non, ce n'est pas des partis politiques, c'est des appendices de la France chargés de foutre le bordel au Mali. Ce pas des partis politiques. Je voudrais... Néanmoins, on doit finir aussi. Néanmoins, en tant que journaliste, je ne peux pas applaudir qu'on empêche la presse de travailler. Parce que si moi, je ne me reprochais rien dans le pays, et si la presse fait son travail d'une manière équitable, je sais qu'on ne peut pas me condamner pour quoi que ce soit. Ces journalistes-là, mais ils n'ont qu'à se cultiver davantage. Ils n'ont qu'à mieux connaître l'histoire du Mali. Ils n'ont qu'à mieux comprendre les enjeux. C'est vrai, comme l'a dit Luc, peut-être Assimi Goïta et son équipe n'ont pas assez expliqué les enjeux. Sinon, un journaliste antipatriotique, c'est aussi un traître. S'il travaille contre les intérêts de son pays... Attends, est-ce qu'il n'y a pas liberté de presse en France? Qu'est-ce que la France a fait? La France a interdit des médias. Est-ce que quelqu'un a crié contre ça? Personne. Pourquoi? Je trouve normal que la France, les dirigeants français prennent des décisions conservatoires pour l'équilibre, la santé de la France. Mais pourquoi nous, en Afrique, dès qu'on prend une décision pour augmenter notre souveraineté, notre liberté, on hurle jusqu'au même à tous les tarés de choses, de quoi au ONU. Mais tu trouves normal que l'ONU donne des injonctions à Assimi Goïta? L'ONU est où quand le taré, le drogué, le PD là, comment tu l'appelles? Zelensky. Oui, mais... L'ONU était... Laisse-moi parler. L'ONU était où? Je suis chargé d'assurer Non. La police sur la parole. Oui. C'est un président de la République. Était où quand il a fermé 11 partis politiques, fermé tous les journaux, radio, télévision de l'opposition. L'ONU était où? C'est quand c'est les Noirs que Guterres parle? L'ONU était où? Au Tchad à côté. L'ONU était où quand on est allé simplement tuer l'opposant? L'ONU était où? Quand on a au Sénégal fermé Pastef et pris Sonko et Diomaye pour mettre en prison. L'ONU était où? Le 2 poids 2 mesures de l'ONU est une trahison globale contre la dignité des Africains. Le Kabaki ne pas... Non, je pense qu'il a parlé tout à l'heure des critères clairs pour mettre de l'ordre dans la gouvernance du Mali. On est tous d'accord. Et vraiment, je crois que c'est notre vision. Mais au même moment, il faut de la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, on gouverne des gens qui sont intelligents, qui ont des facultés et qui sont capables d'analyser, d'observer, etc. Et la mission du dirigeant, c'est justement d'éveiller les consciences, de travailler en sorte à mobiliser la masse autour de sa vision à lui. Voilà pourquoi la communication devient une clé essentielle dans le style de gouvernance, dans une république, en tout cas dans un État qui veut aller loin. De ce point de vue, nous sommes obligés d'implorer les dirigeants maliens de sorte qu'ils accentuent justement des méthodes qui sont suffisamment claires,
qui ne prêtent pas le flanc pour s'exposer à des critiques qui sont fondées. Voyez-vous? Voilà pourquoi au moment où le décret allait, le délai était en train de finir, en train de prendre fin, il fallait prendre des dispositions anticipatoires et en même temps contenir les opinions des dirigeants, enfin du peuple malien. Je suis d'accord que les leaders politiques maliens font preuve d'une certaine superficialité, d'une incohérence et ne donnent pas le sentiment qu'ils se prennent réellement pour le meilleur devenir de leur pays parce que ils sont conscients de ce que le pays est décimé quand même par un fléau assez dangereux, pernicieux et qui compromet la vie même de la nation elle-même. Donc dans un tel contexte, ils ne peuvent pas se préoccuper plus par la fin de la transition que par la fin du fléau en question, notamment le terrorisme, etc. Voilà pourquoi nous recentrons tout sur l'équipe de Assimi Goïta. De par sa méthode de gouvernance, de par sa vision, de par sa stratégie de communication, qu'il se montre suffisamment rigoureux parce qu'en fait, il a déjà donné la preuve d'être quelqu'un qui se sacrifie pour son peuple. D'être un héros, comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, d'où la nécessité pour nous, en tant qu'analystes et observateurs de tout ce qui se fait là-bas, pour nous de l'implorer, de l'inviter, de lui montrer les failles éventuelles qui existent actuellement et qui pourraient faiblir éventuellement son style de gouvernance. Et en la matière aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une défaillance du point de vue de la communication ou même des initiatives visant à anticiper d'éventuelles situations où les gens auraient des éléments pour justement critiquer sa gouvernance et inhiber ainsi tous les efforts qu'il a consentis au point de ne même plus avoir de vie pour lui-même. Voyez-vous? Donc je pense que c'est d'abord la méthode, l'élégance avec laquelle il gouverne qui fera de lui un héros encore dont l'âme sera encore plus amplifiée. J'ai dit à l'instant que des leaders de la trempe d'Assimi Goïta ne courent pas les rues. Ce ne sont pas des gens qu'on trouve partout. Et donc aujourd'hui, la mission qui s'est donnée est une mission réellement héroïque et nous avons le devoir de l'accompagner avec des suggestions, des propositions et selon nos compétences, selon nos... Voilà, nous sommes des communicateurs. Voilà pourquoi nous avons un penchant sur la communication parce que justement nous savons que sans cela, à un moment donné, il y a risque de confusion ou d'impasse, bien sûr. Ouais. Sur la question de la suspension des partis politiques, je suis tombé sur une chronique de Madame Nathalie Yamb que je voudrais vous proposer. Ouais, on va suivre attentivement et nous revenons donc pour les commentaires sur cette situation au Mali. Nathalie Yamb et sa chronique, s'il vous plaît. Depuis hier, quand l'annonce du décret portant suspension des partis politiques et associations au Mali a été rendue publique, les gens tapent leur bouche. Que c'est la dictature, que c'est l'enterrement de la démocratie. Mais la suspension des partis politiques dans des pays en guerre, c'est pas une chose surprenante. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les partis politiques étaient interdits en France. Depuis 2 ans maintenant, depuis mars 2022, Zelensky, votre idole là, a suspendu tous les partis politiques d'opposition en Ukraine. C'est passé crème. Mais quand c'est le Mali ou le Burkina qui le font, ça vient pousser les cris d'orfraie. C'est comme quand eux interdisent RT et Sputnik en Europe, ils ont tout bon. Mais quand chez nous, on interdit RFI et France 24, oh, c'est la dictature. Ça va pas, non? Tu vas même entendre des gens pleurer qui n'ont jamais sorti 5 francs CFA de leur poche pour payer la carte d'adhésion ou la cotisation à un parti politique. Ils sont là, matin, midi et soir, à répéter. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Hein. Moi, je ne fais pas de politique, mais c'est eux qui viennent écrire de longues dissertations ou bien faire des directs kilométriques quand c'est les pays du Sahel qui prennent des mesures appropriées. Les pays en paix, là, qui interdisent l'existence des partis politiques, ils sont là. Il n'y a aucun parti politique en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas au Qatar, il n'y en a pas au Eswatini, là à côté de chez nous, il n'y en a pas aux Émirats Arabes Unis, etc. Et il n'y a que le parti unique au Laos, à Cuba, au Vietnam, en Chine, etc. Mais chacun de ces pays-là se porte mieux que n'importe lequel des pays africains dits francophones. Jusqu'à vous prenez votre argent pour payer vos billets d'avion, pour passer vos vacances là-bas, pour faire du shopping là-bas,
pour faire votre business là-bas, pour assister à des événements sportifs là-bas, pour vous faire soigner là-bas. Mais c'est sur Mali, Burkina et Niger que vous savez gonfler vos narines. Elles n'ont qu'à gonfler même jusqu'à dépasser le diamètre des phares de la 2 chevaux. On suspend des groupuscules nuisibles et qui ne servent qu'à déstabiliser les pays, collaborer avec les terroristes, nuire aux intérêts des populations, semer les mensonges et la zizanie ou à enrichir leurs animateurs, des partis politiques qui n'existent que sur papier ou dont l'ensemble des membres peut suffire dans un taxi. Et puis ça provoque des palpitations cardiaques chez certains qui se prétendent adeptes de la démocratie. Mais quand tous les pays occidentaux, suivis par leurs moutons africains, ont interdit aux citoyens de sortir de chez eux pendant des mois, interdit même aux familles de se rendre visite, laissant des vieux mourir seuls dans des EHPAD. Ça là, ce n'était pas un déni de démocratie, ce n'était pas la dictature. Ou bien, on a vu les fameux parangons de la démocratie décréter l'état d'urgence pour restreindre les libertés de leur population à cause d'une grippe. Ça, c'était la liberté, n'est-ce pas? Quand on prend des lois pour mettre en prison des gens qui critiquent Macron et sa grand-mère, ce n'est pas un délit de liberté d'expression. Ou bien, on a vu Macky Sall ordonner la dissolution de PASTEF, qui lui, pour le coup, est un vrai parti politique, avec des activités citoyennes et civiques, avec un projet de société, avec de la formation, etc. Mais on n'a pas entendu tous les cris qu'on entend aujourd'hui. On a vu au Tchad, la junte, comme ils aiment dire pour nos gars là. On a vu le junta Déby faire exécuter son principal opposant et détruire le siège de son parti politique. Qui a parlé au... Dis donc, cessez de nous perdre le temps. Je dois aller faire mon sport. Juste un dernier message pour le colonel Goïta, le capitaine Traoré et le général Tchiani. Quand vous aurez gagné la guerre et que vous lèverez les suspensions, s'il vous plaît, limitez le nombre de partis politiques. L'empire Songhai, l'empire de Mali, l'empire de Ghana ont existé sans partis politiques. Il n'y a absolument aucune justification à avoir plus de 6 ou 7 partis politiques dans un pays. C'est quoi ça est? Allez, je vous... Nathalie Yamb. Mais oui, non, elle a été tellement pertinente. Cette femme, je sais pas, c'est une merveille en fait pour l'Afrique. Et je suis heureux chaque fois que je l'écoute parce qu'elle est très inspirée, elle est très informée. Et elle a une lucidité, voilà, qui nous emballe à chaque fois. Je pense qu'elle a pleinement raison. Mais c'est quand même curieux que l'ONU, l'Union africaine, j'ai vu aussi qu'il y a l'Union africaine qui a sorti un communiqué dans lequel Mahamat s'inquiète, il dit qu'il est inquiet et qu'il se préoccupe. Et que son institution se dispose à accompagner le Mali vers le retour constitutionnel sans s'interroger sur la situation actuelle du Mali. Quel est le niveau de sécurisation du Mali? Quel est le niveau de stabilisation de ce pays-là? De quoi les Maliens ont-ils besoin pour faire du Mali un pays souverain? Il n'a pas posé cette question. Et c'est lui qui vient dire ici que, il est d'accord et il est prêt à accompagner le Mali pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez, donc tout ça, moi je ne suis pas vraiment intéressé par des réactions à l'international, que ce soit l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, les pseudo-puissances, etc. Non, je suis intéressé par la cohérence des gouvernants et leur vision, le respect de leur vision, la capacité à entretenir l'harmonie entre eux et leur peuple, de sorte qu'il y ait un ciment, sinon un béton autour d'eux, parce qu'il y a le peuple qui les conquête, qui les comprend et qui les accompagne dans chacun des pas qu'ils posent dans l'intérêt justement de ce peuple-là. Oui, Nathalie Yamb est une géante du panafricanisme. Elle n'a pas sa langue dans la poche, elle a beaucoup d'humour. Hein. Non, elle ferait un bon couple avec l'ambassadeur. C'est une géante du panafricanisme. Et justement, comme ça, les blancs colonisateurs ne les aiment pas. Bien sûr. Elle est interdite de séjour même dans un des pays démocratiques, droits de l'hommiste, liberté de presse. Elle est interdite de séjour, cette dame-là. L'autre panafricaniste visible. D'ailleurs.
visible, le béninois là, Kémy Séba. Voilà un autre géant. Et résultat, on lui retire sa nationalité parce qu'il ne chante pas animation Macron et Macron, démocrate, Macron. Mais attendez, l'Afrique doit travailler pour l'Afrique, pas pour la France, pas pour l'Europe, pas pour l'OTAN. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais cette dame, les gens, les colons, les exploiteurs ne peuvent pas l'aimer. Ils ne peuvent pas aimer Kémy Séba parce qu'ils n'aiment que les nègres de salon. Les nègres qui sont heureux avec coupe de champagne, les nègres qui sont heureux sur le perron de l'Élysée, les nègres ceci, les nègres cela, moindre chose, on court à l'Élysée, moindre chose, des vieux calcinés déjà qui vont faire la courbette devant un petit gamin, comme l'a dit l'autre, avec sa grand-mère. Donc, écoutez, nous n'avons pas à juger les autres. Les autres font dans leur pays ce qui est bon pour leur pays, ce qui est bon pour leur peuple. Je leur dis bravo. Je dis qu'en Afrique, nous devons faire ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour notre peuple. L'Union africaine, c'est Moussa Faki, non? Moussa Faki, il reproche quoi au Mali? Parce que le Malien n'est pas allé tuer les opposants chez eux pour casser leur siège. Ça s'est passé, c'est chez lui, non? Voilà. Il a dit quoi? Il n'a pas réagi. Il a réagi. Il n'était pas préoccupé. Mais ce type-là, il est foncièrement malhonnête parce qu'il espère attirer l'attention des pays de l'OTAN pour qu'après le petit caca, qu'il devienne président du Tchad. Mais les Tchadiens, quand même, eux, ils commencent à se réveiller, les Tchadiens. Ce n'est plus les bénis, oui. Donc ce Moussa Faki, moi je dis ceci, Assimi Goïta, Traoré, Ibrahim, Tiani, chaque fois que l'Union africaine vous critique, la CEDEAO, elle autre s'est portée pâle, vous critique. L'ONU vous critique. Sachez que vous êtes sur la bonne voie et tenez bon. Parce que ces gens, c'est tous des esclaves. C'est des nègres de maison qu'on a mis dans ces institutions à Abuja, à Addis Abeba. Ils ne réfléchissent pas. Ils reçoivent les ordres des Blancs et pour commission de martyriser les Noirs. On ne peut pas accepter ça. Luc Kabaki, voici 4 ans que les militaires sont au pouvoir au Mali. Dieu doit-il les laisser continuer, comme le dirait quelqu'un, à l'aune du bilan qui est le leur? J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont fait des pas considérables, remarquables. Et ils constituent vraiment une fierté pour nous tous. Voilà pourquoi, à chaque fois, on est intéressé par le sujet de ces pays du Sahel, parce que tous les peuples d'Afrique aspirent à ce type de leadership-là. Et c'est cela qui permet justement à l'Africain justement de s'affranchir de tous ces nœuds, de tout ce qu'il y a d'embrigadant dans la vie de l'Africain. Donc, tant que ces défis-là, qui sont encore là, ces enjeux sont encore là, il va falloir que les peuples des pays du Sahel, que ce soit du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, accompagnent véritablement ces leaders pour qu'ils puissent atteindre un seuil irrévocable d'affranchissement vis-à-vis justement de tous les prédateurs qui sont à l'international et qui phagocytent toute la fierté d'existence des Africains. Donc en cela, on n'a pas besoin de savoir s'ils doivent quitter ou non, on a besoin de savoir s'ils continuent de faire des pas déterminants dans ce sens d'amener nos pays à acquérir leur souveraineté et à être de vraies fiertés. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi l'Africain a autant de regards sur les puissances occidentales? C'est parce qu'on nous a enlevé notre fierté et nous pensons que tout ce qu'il y a de bon, d'intelligent, de brillant vient forcément d'Europe, ou en tout cas des pays occidentaux. Du coup, on n'a plus l'occasion d'observer autour de nous et de croire en nos capacités à analyser, à évaluer notre environnement et à impacter justement la vie de l'humanité dans son ensemble. Et en cela, les pas posés par le président Assimi Goïta, et le capitaine Traoré et le général Tiani montrent clairement que c'est la voie idéale pour l'Afrique pour pouvoir commencer à s'affirmer. Parce qu'il y a eu une césure, une coupure dans notre histoire. Par le passé, c'était l'Afrique qui était la référence du monde. Ça, les gens l'oublient trop vite. Il faut renouer avec ce passé-là. Il faut renouer avec notre histoire, avec notre civilisation, avec notre culture, en adoptant un mode de pensée qui nous soit propre et qui ne soit pas infesté par des idées polluées de cette puissance occidentale-là, qui fait qu'on a plus de traîtres que des gens intègres, visionnaires, capables justement de se sacrifier pour leur nation, etc. Donc, qu'il reste ou pas, l'essentiel pour moi, c'est de voir, est-ce qu'il reste cohérent? Est-ce qu'il continue de poser des pas dans le sens
de la libération de leur pays, dans le sens de l'épanouissement des citoyens maliens et burkinabés et nigériens, etc. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est bien pour tout être humain, dont la liberté est une clé essentielle, en tout cas, pour meubler sa vie. Ouais. Excellence, Assimi Goïta doit-il laisser le pouvoir? Laisser le pouvoir. Il faut, avant de répondre à cette question, retourner à l'origine de ce pouvoir. Assimi Goïta, c'est un officier. Il n'a pas pour vocation d'être président du Mali. Mais c'est des événements, des contraintes qui l'ont amené là-bas. On demande maintenant s'il peut laisser le pouvoir. Laisser le pouvoir comment? Je ne sais pas si dans leur constitution, les responsables de la transition peuvent être candidats à la présidence. Moi, je dirais à Assimi Goïta qu'il n'a rien à craindre. Il n'a qu'à être candidat. Il sera élu comme Diomaye au Sénégal, peut-être même avec un meilleur score. Bien sûr. Il fait 2 mandats, je ne sais pas à combien se limitent les mandats chez eux. Ce n'est pas mon problème. Ils peuvent mettre autant de mandats qu'ils veulent. Après lui, on met Abdoulaye Diop, qui fait ses 2 mandats. On met Choguel Kokala Maïga, qui fait ses 2 mandats. On met Maïga et tous les autres. Ça dit que c'est eux les combattants, c'est eux les libérateurs. C'est eux qui ont une vision de comment tenir un Mali indépendant, débarrassé des pilleurs, des censures et de tous les clochards internationaux qui se permettent de baver sur un pays aussi important, aussi grand, juste parce qu'il a des minerais dont les gens veulent s'accaparer. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe, je n'ai pas besoin de les citer, ils sont en pleine descente aux enfers. Parce que l'or gratuit du Mali ne vient plus, l'uranium gratuit du Niger ne vient plus, et tous les cotons et machins du Burkina ne viennent plus. Ils sont en pleine descente aux enfers. Ça ne fait que commencer. Et ça ne sera pas seulement pour ce pays. Tous ceux qui ont fondé leur vie, leur prospérité sur la sueur, le sang et les larmes des Noirs, ils vont finir dans la galère, ils reviendront dans nos pays ici pour mendier à manger. Est-ce que voilà les enjeux. Vous ne craignez pas une dérive s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas de limite à ces pouvoirs de transition dans les pays du Sahel? Quelle dérive? Est-ce qu'il n'y avait pas pouvoir et contre-pouvoir quand les terroristes prenaient le pays? Et répondez-moi au moins à cette question. Les contre-pouvoirs, ce n'est pas les armes. Je dis tous les pays aujourd'hui s'équipent militairement pour défendre leur dignité. Si vous n'êtes pas militairement fort, vous n'êtes rien. Et regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que l'Iran a fait pendant toute la nuit écoulée, en train de bombarder Israël, qui n'a jamais cru dans son existence qu'une bombe étrangère, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent le dôme, le bouclier, le dôme de fer. Mais l'Iran a bombardé. Israël dit avoir repoussé... non, Israël, militairement, ce n'est pas un petit pays, Israël. Il a repoussé. Mais est-ce qu'il a tout repoussé? Non. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte, ce n'est pas la démocratie et le nombre de partis politiques, mais c'est la force des pays. Si l'Iran était assis là-bas, bon, démocratie, on va faire comment 25, 30, 50 partis politiques, on se chamaille à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ils seraient comme des femmes que les Israéliens peuvent aller attraper par la main. Mais ce n'est pas le cas. Donc tous les pays doivent se renforcer et mettre aux oubliettes tous les crieurs, tous les piailleurs, de tous les hiboux hurleurs qui sèment la pagaille dans nos pays au nom de la démocratie. Ouais, les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent de cette situation. Dans la seconde partie, n'oubliez pas, je rappelle le contact, plus 228 96 08 43 43. C'est ainsi le problème des délais. Cela nous a... C'est l'ambassadeur qui faut déchaîner, il a pris tout le temps. Mais ici, je n'ai pas la possibilité d'aller au-delà. Parce que nous avons un impératif commercial qui nous attend. À tout de suite.